Monsieur, bonjour et bienvenue dans la matinale de la télévision des nouvelles idées. Vous nous suivez dans les 17 régions du Burkina Faso. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Bonjour le Faso, premier numéro pour cette semaine, en ce 265e jour de l'an de grâce 2025. Ravi de vous retrouver, Francis Emmanuel Zongo sur le plateau, en lieu et place de votre présentatrice fétiche Absetani Kiema, qui est présentement en mission. Sans plus tarder, l'ossature de ce premier numéro. D'entrée de jeu, nous irons à la découverte d'un site touristique. Aujourd'hui, il est question de découvrir le mont Boulgou et par la suite, nous recevrons sur le plateau El Hadj Smaïla Rabo pour la revue de presse en cette journée. Après cela, nous allons recevoir notre invité du jour, El Hadj Amadé Soro, pour parler actualité. Il sera question de la situation en France avec beaucoup plus d'explications. Et pour la suite, nous irons également suivre un élément sur Ouaga pour le plaisir de ces personnes qui nous suivent ici même sur les antennes de Savane TV. Voici donc l'ossature de ce premier numéro. Installez-vous. Bonjour les Faso. C'est parti pour le premier numéro. Retiré du marché, Ouaga, la vente des timbres communaux par les revendeurs strictement interdite. Championnat du monde d'athlétisme, Hugues Fabrice Zango termine 7e et met fin à sa carrière. C'est ce qui était du journal Le Quotidien. Passons à l'Observateur Palga. Port du casque et de la ceinture de sécurité, l'ONASER en campagne pédagogique à Manga. 80e AG des Nations Unies, le PM Rim Talba à New York. Fabrice Zango aux mondiaux de Tokyo, fâcheuse d'air. Transfert d'Ango Ouattara, Zaidi Meba à la terre, mais point de suspension, crache son venin. Projet de création du Parlement de l'AES, le draft remis au président du Faso. Référendum constitutionnel en Guinée vers une adoption à hauteur de général, point d'interrogation. C'est à lire dans Commentons l'événement. Passons au journal aujourd'hui au Faso qui affiche sa une ce matin, 80e AG de l'ONU. Le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, fera entendre la voix du Burkina Faso. Confédération de l'AES, le projet de texte juridique du Parlement confédéral remis au chef de l'État. Initiative de la gouvernance du président Xi Jinping, l'explication des textes de l'ambassadeur Zhao Deyong. Produits laitiers au Burkina, des bactéries décelées dans 41% des laits. Dans News du jour, un parc porte le nom de Thomas Sankara en Italie. La vente des timbres communaux par les revendeurs interdite devant les mairies d'arrondissement. Le ministre Gilbert encourage les acteurs au mémorial Thomas Sankara. Affaire Paramount, des officiers ex-premiers ministres et ministres devant la justice. C'est ce qu'on peut lire à la une de aujourd'hui au Faso qui affiche aussi Journée internationale de la paix 2025, le message du ministre de la Justice et d'assaut. Scrutin référendaire du 21 septembre en Guinée, défis logistiques, organisationnels et sécuritaires élevés, reste point de suspension. L'après, oui. Terminons avec le quotidien Le Pays. Aliments pour bétail et produits laitiers, la fermeture d'établissements non conformes annoncée. Rome, un parc inauguré en l'honneur de Thomas Sankara. Journée internationale de l'identité pour une libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES. Confidence du week-end, revente illégale des timbres communaux, bientôt des opérations de répression. Régulation des prix des motos, un individu essayé en justice pour diffamation. Et service national patriotique, 1084 jeunes fonctionnaires démobilisés. Merci à vous, Smaïla Rabo, pour la revue de la presse. Nous allons commencer avec la une des journaux. À propos, une actualité qui revient pratiquement dans tous les quotidiens que vous avez parcourus. Le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, est arrivé à New York pour prendre part à la 80e Assemblée générale de l'ONU. C'est ça, vous savez que tous les ans en septembre, l'AG de l'ONU se tient à New York aux États-Unis et le Burkina Faso, qui est membre de l'Organisation des Nations Unies, y prend naturellement part. Les gens se souviendront de la déclaration au nom du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso faite par son ministre d'État en son temps, Bassol Mabazié, qui avait fait beaucoup de bruit
On imagine que le Premier ministre ira présenter une déclaration de ce type-là. Ce sera en tout cas samedi prochain, le 27 septembre. Pour les uns, il faut que le Premier ministre évoque l'iniquité qu'il y a au sein du système des Nations Unies, à savoir que il y a des pays anciennement puissants qui ont toujours le droit de veto alors qu'ils ne représentent plus grand-chose aujourd'hui. C'est une organisation qui a été créée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce sont les vainqueurs qui se sont partagés le Conseil de sécurité, les membres permanents, les postes ou les sièges de membres permanents du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, ces pays-là, si il advenait une troisième guerre mondiale, ne seraient probablement plus les vainqueurs. On imagine que ça n'arrivera pas. Mais il y a matière à revoir l'organisation même de l'ONU. Bassolma Bazil l'avait évoqué par le passé. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, l'ONU est impuissante à faire en sorte que le monde soit apaisé. Regardez les récentes crises qu'on vit. On a vu que l'ONU n'a pas levé le petit doigt quand Israël et Iran se sont tapés dessus récemment. On a vu que depuis 2 ans pratiquement au Soudan, il y a 16 millions de déplacés. Les gens meurent tous les jours. Il y a 2 gouvernements. Il n'y a pas de solution. On a vu en Libye, c'est depuis la mort de Muammar Kadhafi en 2011. Il n'y a pas encore d'élection en Libye. Parce que l'ONU même fait des calculs, ou du moins les puissances qui caporalisent l'ONU font des calculs par rapport à un éventuel vainqueur qui sortirait d'une élection en Libye. Si ça n'arrange pas, ceux qui pensent qu'ils doivent instrumentaliser l'ONU, ils feront tout pour que des élections n'aient pas lieu en Libye. Regardez au Congo, en Goma où le M23 a pris ses quartiers sur des cadavres et le sang de pauvres Congolais. C'est vrai, l'ONU accuse directement le Rwanda, mais il faut aller au-delà des accusations. Donc on peut regarder un peu partout dans le monde, l'ONU ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui. C'est la preuve que l'ONU est pratiquement dépassée, ou du moins son organisation issue de la Deuxième Guerre mondiale, donc qui date de 1945, n'est plus appropriée au nouveau monde qui est aujourd'hui un monde qui est dans la réalité dominé par les plus grands effectifs de la population mondiale. Voilà, c'est la Chine, voilà, c'est l'Inde, c'est le Pakistan, c'est la Russie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global qui tire le monde. Alors que ce Sud global-là était anciennement piétiné et injustement caporalisé par l'Occident, qui aujourd'hui représente à peine 1/8 de la population mondiale. L'ensemble de l'Occident réuni, c'est moins d'1 milliard d'habitants, voyez-vous. Donc, on imagine que le Premier ministre, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, va aller poser ces problèmes-là, l'incapacité de l'ONU à résoudre les crises, alors que c'était sa vocation à sa naissance, et également son inorganisation, de sorte que l'ONU n'arrive pas à gérer ce pourquoi elle est née. Bien entendu, l'Afrique demande, depuis les années Kadhafi et d'autres chefs d'État, une place de membres permanents au Conseil de sécurité, aux côtés des 5, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, et la Chine. Mais ça n'arrive pas, ça ne vient pas, voyez-vous. Et donc, on attend samedi prochain pour voir ce que le Premier ministre va dire pour en tirer les leçons. Oui, ainsi, comme le disent les Anglais, à propos, nous quittons les États-Unis, direction l'Europe, précisément en Italie, où un parc porte désormais le nom du président Thomas Sankara, inauguré mercredi dernier à Rome, en Italie. Oui, Francis Emmanuel Zongo, c'est le conseil municipal de Rome, la capitale italienne. C'est pas rien. C'est le conseil municipal de Rome qui a décidé de baptiser un parc du nom du président capitaine Thomas Sankara, Parco Thomas Sankara. Et le conseil municipal de Rome se justifie, il met sur la table le fait que le président Thomas Sankara a œuvré à la justice sociale, a été un exemple de justice sociale, d'intégrité, de leadership pour l'émancipation de peuples faibles.
pas seulement africains, mais de façon générale de peuples faibles. Vous avez vu le président Thomas Sankara en son temps à Harlem. Il allait parler aux Américains noirs et il leur a dit que ce n'est pas normal qu'ils soient des citoyens de seconde zone aux États-Unis, parce qu'ils ont la même nationalité que ceux qui ont d'autres couleurs de peau, voyez-vous. Le conseil municipal de Rome évoque également ce que le président Thomas Sankara a apporté en seulement 4 ans de magistère à la tête de la Haute-Volta puis du Burkina Faso. Pour le conseil municipal de Rome, c'est un modèle à diffuser, à présenter, à promouvoir et à faire en sorte que la jeunesse s'approprie de tels idéaux pour avancer. Et le conseil municipal de Rome fait ainsi bien parce que depuis quelques années, l'Italie, les autorités italiennes critiquent par exemple la politique africaine de la France qui consiste à venir se servir ici injustement contre les intérêts des Africains pour développer la France. Et plus d'un acteur politique italien a dénoncé publiquement la politique africaine de la France. Donc si le conseil municipal italien décide de nommer ce parc-là du nom du président Thomas Sankara, c'est dans la droite ligne de ce que la classe politique italienne ressent, du moins une certaine classe politique italienne ressent comme une injustice qui a été faite à l'Afrique et qui mérite d'être réparée, en tout cas du côté de l'Italie. Nous poursuivons toujours dans la revue de presse avec une autre actualité. Le PDS de Ouagadougou interdit la vente des timbres par les revendeurs. En tout cas, une situation qui a longtemps duré. On se demandait à quand la fin de cet épisode-là lorsqu'on part pour des timbres et si on ne part pas directement dans les services des impôts pour s'en procurer devant les institutions. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Oui. Sur Rabo. Maurice Konaté a décidé d'y mettre fin. Il trouve que c'est une pratique illégale qui n'a que trop duré et à laquelle on doit mettre fin. Donc il a sorti un communiqué et il a mis en garde tous ceux qui pratiquent la vente illégale des timbres devant les services municipaux, devant les mairies d'arrondissement, devant la division fiscale de la commune et à d'autres endroits. Parce que ce sont des timbres qui sont revendus un peu plus cher qu'ils ne coûtent en réalité. Et Maurice Konaté dit que l'exécution est immédiate et que c'est ici et maintenant que les uns et les autres doivent arrêter. Il n'a pas donné de délai. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, si vous adonnez à cette pratique-là, vous pouvez recevoir des coups. Mais c'est probablement aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une certaine spéculation autour des timbres. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, on a vécu par séquences répétitives des ruptures de timbres. Et parfois, quand les services légaux et officiels n'avaient pas les timbres, il y a des gens qui les vendaient. Comment ça se faisait? Et on se demande parfois si les agents commis à la tâche de la vente de timbres-là ne sont pas eux-mêmes complices de cette situation. Parce que ça peut être aussi leur fait. Si les timbres n'existent pas dans les guichets officiels, eux se retrouvent entre des mains qui ne devraient pas être autorisés à vendre ces timbres-là. Donc, quelque part, le PDS de Ouagadougou tape à la fois peut-être de menus frétins, mais il y a peut-être de gros bonnets aussi dont on doit s'occuper pour que sur toute la ligne, la légalité règne, que la loi ait sa place et que les honnêtes citoyens puissent acheter les timbres-là, que ce soit dans les mairies d'arrondissement ou à l'hôtel de ville de Ouagadougou, au juste prix fixé par l'autorité. Le PDS, en tout cas, l'information est là. Interdiction de vendre des timbres par les revendeurs, d'aller directement dans les services qui sont autorisés pour la vente de ces timbres-là. Merci à vous, Soumaïla Rabo. Merci, Francis Emmanuel. Merci à vous toutes, merci à vous toutes. On reste ensemble pour la suite de cette émission. Allons vers la météo des affaires. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Bonjour le Faso. À présent, nous recevons notre invité du jour. Il s'agit de M. Amadé Adama Soro, journaliste spécialiste des questions internationales. Aujourd'hui, l'entretien sera meublé par l'actualité en France. M. Soro, bonjour. Bonjour Francis. Comment vous allez? Bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien.
Alors, depuis l'arrivée au pouvoir du président français Emmanuel Macron, la France vit au rythme de manifestations et de crises à n'en point finir. Pourquoi cette situation perdure? Oui, Francis, je pense que pour comprendre ce qui se passe actuellement au niveau de la France, il faut faire un flashback dans le dispositif institutionnel français pour savoir d'où, effectivement, tire ses origines cette crise. Il faut donc dire que l'État français est un État très centralisé, ce qui fait que le plus souvent, il y a des situations qui font que le citoyen ne sent pas que ses préoccupations sont prises en compte. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'attelage même de la Ve République. Vous savez très bien qu'au niveau de la IVe République, les partis politiques avaient pion sur rue, pouvaient effectivement faire et défaire le gouvernement. C'est pourquoi le général de Gaulle avait donc souhaité qu'il y ait un système qui permet effectivement à l'État de s'imposer aux partis politiques. Donc c'est la raison pour laquelle le passage donc, a été fait vers la Ve République. Parce que avec le jeu des partis politiques, il peut être, on peut constater un blocage du fonctionnement normal des institutions. Donc c'est pourquoi alors, il a opté pour la Ve République, qui, malgré le fait qu'il y a une démocratie représentative, mais il reste toujours un pouvoir concentré. Et il y a également l'affaiblissement des partis politiques traditionnels. Vous savez très bien que depuis un certain temps, depuis les années 80, on a senti effectivement qu'il y a un affaiblissement des partis politiques, parce qu'en France, quand on parle élection, on voit la droite et la gauche. Mais depuis l'arrivée donc au pouvoir du président Emmanuel Macron, d'abord, il s'est porté comme quelqu'un qui s'était affranchi de ces clivages gauche-droite en lançant son mouvement en marche, parce que les Français étaient quand même découragés par les querelles intestines entre les partis politiques, souvent qui prend en otage la vie publique même française. Donc le fait qu'il y a cet affaiblissement des partis politiques traditionnels là, donc ça crée ce qu'on appelle une fragmentation du jeu politique. Vous avez des pouvoirs, des partis qui sont au pouvoir, mais qui ne disposent pas d'une grande majorité pour gouverner. Résultat de course, vous avez des gouvernants qui sont chaque fois mis en difficulté au niveau donc, de l'Assemblée. Donc c'est cet affaiblissement des partis politiques traditionnels là qui a aussi conduit à cette crise là. Il y a également d'autres raisons, hein, d'autres causes, notamment des causes économiques et sociales, avec le chômage, voilà, qui devenait un phénomène au niveau donc de la France, avec aussi la précarité. De plus en plus, les ménages ont des difficultés à joindre les deux bouts. Vous avez certainement suivi les images, hein? Voilà, différentes manifestations, parce que la vie devient tout à fait de plus en plus chère au niveau de la France. Et cette crise économique et sociale-là a également conduit à une certaine inégalité sociale et territoriale. Vous allez voir que toutes les villes françaises ne sont pas logées dans la même enseigne. Vous prenez des grandes métropoles comme Lyon, comme Bordeaux, comme Paris, etc. Ça n'a rien à voir avec les petites villes, les petits villages, etc. Où souvent il y a même, on a même souvent un manque criard des besoins essentiels. Celui qui a pu donc visiter la France, c'est que toutes les villes ne sont pas logées dans la même enseigne. N'en parlons pas des régions d'outre-mer, voilà, qui ne sont pas donc au niveau de la métropole, qui ont des difficultés effectivement. Et il y a aussi des facteurs culturels, des facteurs culturels et identitaires. Vous savez certainement, suivez forcément cette crise de confiance envers les élites, parce qu'on estime que voilà, les élites n'en font qu'à leur tête, et que finalement elles ne prennent pas en compte les préoccupations essentielles de la population française. Il y a aussi le débat sur l'immigration, qui est devenu un sujet central, qui revient dans toutes les différentes échéances électorales, à tel point qu'il y a même des politiciens qui lancent même des pétitions pour qu'il y ait un référendum sur l'immigration. Et quand on parle de l'immigration, il y a forcément un autre sujet connexe, notamment la question identitaire, parce que il y a des tenants d'une grande théorie selon laquelle
alors la France fait face à un grand remplacement où les Français de souche seront donc remplacés par les immigrés. Donc ce qui polarise en fait le débat. Et il y a plusieurs facteurs, nous sommes en train donc de résumer. Peut-être le dernier aspect aussi, c'est l'aspect international. Avec la crise en Ukraine, le conflit russo-ukrainien, le conflit au Moyen-Orient, mais surtout la perte de l'influence française en Afrique et singulièrement dans le pays de l'AES, au Sahel. Cette perte d'influence française-là a beaucoup contribué à mettre à nu les carences du système français. Donc voilà grosso modo ce qu'on peut dire comme origine de la crise actuelle. Des choses à retenir avec vous, Monsieur Soro, vous l'avez cité, hein, la perte de l'influence française ici en Afrique, sans oublier les facteurs culturels identitaires, que c'était également l'affaiblissement des partis politiques traditionnels. En tout cas, tout un lot de causes qui nous conduisent à la situation qu'on vit présentement en France. On reste toujours avec vous. Pour certains observateurs, il faut rechercher les vraies causes de cette crise politique dans le système politique français. Votre analyse? Tout à fait. Cela veut simplement dire que depuis un certain temps, depuis François Hollande, on a constaté que les électeurs français votent par exemple à gauche. C'est-à-dire que lors des différentes échéances électorales, on voit que la majorité, même si elle n'est pas absolue, elle est relative, se dégage en faveur de certains partis, notamment le Front, dans le Rassemblement National, la France Insoumise, etc. Mais au moment de composer le gouvernement, vous allez voir que le président va piocher dans les élites de la droite, ceux qui ont perdu en fait les élections. On a vu ça avec les législatives, on a vu aussi avec n'est-ce pas, les européennes, et surtout la dissolution de l'Assemblée nationale. C'était une mesure qui avait été prise pour retrouver la majorité donc du parti d'Emmanuel Macron. Malheureusement, alors il s'est enfoncé encore dans sa chute représentative de la population française. Ce qui fait que voilà, on a des dirigeants qui ont du mal à faire passer les réformes pour lesquelles ils sont élus. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le recours à la loi 49.3. C'est une disposition constitutionnelle qui permet au gouvernement donc de ne pas convoquer un débat à l'Assemblée, parce que il sait que si le sujet ou bien les dossiers arrivent au niveau de l'Assemblée, alors il peut ne pas être voté. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est le temps donc de, je pense que c'est le premier ministre du général de Gaulle, Michel Debré, qui avait eu recours effectivement à cette disposition-là qui permet au gouvernement de ne pas être humilié, entre guillemets, à l'Assemblée. Et finalement, le recours excessif à cette loi 49.3 là a fini par installer une certaine méfiance donc au sein de la population française, parce que vous ne pouvez pas dire que vous gouvernez au nom des populations, et que s'il y a un sujet, notamment par exemple la question de la réforme des retraites, par exemple, on a vu qu'on a contourné l'Assemblée, et notamment lors comment on appelle ça, de la primature d'Elisabeth Borne, qui savait qu'effectivement, alors cette loi ne pouvait pas passer à l'Assemblée. Donc, on a contourné l'Assemblée pour effectivement avoir recours à la loi 49.3. Et ça, c'est certains observateurs trouvent que c'est une démarche antidémocratique. Parce que si vous représentez les peuples, les populations, vous ne devrez pas avoir peur de ce débat d'idées. Alors, Monsieur Amadé Soro, au vu de ce que vous venez de dire, on peut pressentir que la démocratie souffre en son fort intérieur en France, mais malgré cela, la France s'érige en donneuse de leçons de démocratie au monde entier. Alors, alors qu'elle n'est même pas le bon exemple, hein, voilà, de façon survolée, votre réaction? Oui, c'est pas le seul à faire ce constat. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, le vice-président américain J.D. Vance, qui était en tournée, n'est-ce pas, européenne, lors d'une rencontre en Allemagne, a effectivement pointé du doigt l'absence de la démocratie en Europe.
il a dit grosso modo que les élites européennes ne font plus confiance à la démocratie et que ces élites-là gouvernent donc leur population, leur peuple en dehors de tout processus démocratique, parce que il y a même eu des votes, des élections où le parti donc de la droite dans certains pays européens est arrivé donc à la tête après donc le premier tour, mais on a trouvé que c'était pas le bon candidat. Donc qu'est-ce qu'on a simplement demandé, c'est qu'on reprenne les élections. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui même, ces politiciens européens ne font pas le jeu, ne font pas le véritable jeu de la démocratie. Or, comme vous l'avez dit, chaque fois qu'il y a un changement anticonstitutionnel, anti-guillemets, dans certains pays, notamment en Afrique, c'est la France que vous allez donc entendre monter sur ses grands chevaux pour demander à ce qu'il y ait des élections, demander à ce qu'il y ait le respect donc des urnes, de la vérité des urnes, le respect donc du suffrage universel, alors que dans leur propre pays, alors ce n'est pas le cas. C'est ce qui a été donc relevé par le vice-président américain, qui a effectivement suscité un tollé, en tout cas une certaine crise de confiance entre les deux rives de l'Atlantique, parce que effectivement la démocratie suppose que vous mettez, n'est-ce pas, la volonté des citoyens devant toute volonté. Et que, par exemple, si vous voyez lors du premier mandat du président Emmanuel Macron, vous avez certainement vu les manifestations monstres, grandioses des gilets jaunes. Et il y a eu même des tués, des éborgnés, etc. Mais il est resté sur sa position et il n'a pas donc démissionné. Ça aurait été un autre dirigeant qui prend en compte les aspirations profondes des populations. Alors il aurait tiré donc les conséquences de ce désamour-là et puis prendre donc des mesures adéquates. Ça peut être le cas. Et dans le second mandat aussi, on a vu ces différentes manifestations il n'y a pas très longtemps. On a vu le mouvement Bloquons Tout, mouvement donc de contestation contre l'austérité. Tout ça, ça montre que la démocratie, pour ne pas paraphraser quelqu'un, est une grosse arnaque, parce que on verrouille le système, on donne l'impression à la population, au peuple, qu'il décide, mais en réalité, le système est vicié, est verrouillé, donc dès le départ. C'est une opération mécanique seulement à laquelle donc les gens se livrent, mais en réalité, le jeu est déjà verrouillé. Et ça a mené certains observateurs donc à faire un parallèle entre le système chinois et le système occidental. C'est quoi le système chinois? Dans le système chinois, on ne peut pas changer de parti politique, mais on peut changer de politique. Mais dans le système occidental, on peut changer de parti politique, mais on ne peut pas changer de politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système chinois, l'économie, c'est-à-dire que l'économie du marché, les grands opérateurs économiques, leur pouvoir est soumis au pouvoir politique. Quel que soit ce que vous êtes en Chine, vous ne pouvez pas aller, n'est-ce pas, au-delà de ce que le Parti communiste chinois veut. Parce que c'est le Parti communiste chinois qui est le parti État qui implémente, n'est-ce pas, le programme de développement, le programme, les grandes orientations du pays. Et si vous regardez la Chine, le véritable bon économique, politique, social qui a été celui donc de la Chine, vous vous rendez compte qu'on a changé beaucoup de politique, même si le parti politique reste le même. Mais vous allez prendre l'autre exemple au niveau de l'Europe. Chaque fois, voilà, il y a ce changement mécanique, n'est-ce pas, cette alternance de façades, mais les fondamentaux de la politique restent. Ça veut dire que là-bas, la politique est soumise à l'économie. Ça veut dire que ce sont les grands opérateurs économiques, les maillons donc de l'économie occidentaux qui gèrent en fait la politique. Vous allez voir que, prenons un exemple, avec Donald Trump, voilà, pour qui nous avons une certaine admiration, dit que il voulait en fait, il allait régler le problème de l'Ukraine en 24 heures, une fois arrivé à la Maison Blanche. Mais depuis qu'il est arrivé, il n'a pas pu régler ce problème, parce que il s'est rendu compte qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits
et qu'il y a ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel aux États-Unis et qui a financé la guerre en fait en Ukraine. Alors quand on finance une guerre, on s'attend à des retombées, le retour de l'ascenseur. Donc ce qui fait qu'en réalité, il a la volonté politique certes, mais il y a tellement de situations, de contingences qui font qu'il ne peut pas effectivement taper du poing sur la table pour dire maintenant ce sont donc les autorités. C'est pourquoi certains observateurs ont bien analysé la rencontre qui a eu lieu entre Donald Trump et le président Vladimir Poutine pour dire en réalité c'est une rencontre qui a été initiée pour le départage, pour partager en fait, n'est-ce pas, le gâteau ukrainien. C'est, comment on appelle ça, c'est cynique de le dire, mais c'est ainsi. En fait, vous savez que la géopolitique et les relations internationales, il n'y a pas de sentiments. Alors donc, celui qui perd son territoire, perd aussi les avantages liés à cela. Donc, cette crise d'abord, devait être réglé par la Russie et les États-Unis avant que les pays européens puissent intervenir, même si le conflit se passe donc en Ukraine. Donc, c'est pour dire que tant que le système va rester ainsi, alors vous allez changer de président dans le monde occidental, mais véritablement, il va être difficile de pouvoir changer fondamentalement les règles du jeu démocratique. Alors, M. Soro, on reste toujours avec vous. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Est-ce qu'on peut s'imaginer un tant soit peu ce scénario-là, qu'un jour en France, on dise qu'il y a eu un coup de force? Ils aiment la démocratie, c'est vrai, mais certains sondages également, avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, disent que des gens ont un penchant pour des systèmes qui sont souvent qualifiés par la métropole comme des systèmes dictatoriaux. Votre analyse? Bon. Il ne faut jamais dire jamais, et même si dans le cas français, il serait donc difficile de penser à un coup de force, genre un coup d'État, comme on le voit ailleurs, mais il peut y avoir une insurrection, hein, voilà. Et certains analystes même disent que ce qu'on a observé ces 2 derniers jours n'est pas loin d'une insurrection. Vous avez eu, quand on a fait le dernier sondage, il y a moins de 10%, hein, pour ne pas dire oui, l'autre de 15%, et ceux qui sont en tout cas d'avis favorable pour le président Emmanuel Macron. Et c'est vrai, le système français est tellement bien assis qu'on la population ne va pas accepter que l'armée puisse s'ingérer ou en tout cas faire une intervention dans le jeu politique actuel. Même si certains analystes aussi pensent que la France est bien partie pour sa tiers mondialisation, c'est-à-dire faire en sorte que voilà les tares, voilà qu'elle souvent elle reproche à certains pays du tiers monde, elle-même elle commence à vivre ces tares là. Actuellement c'est le cas dans le domaine politique, c'est le cas dans le domaine économique où beaucoup donc chaque année, pour ne pas dire chaque mois, il y a des entreprises qui ferment et la dette française est exponentielle depuis que Macron est arrivé au pouvoir. Il a multiplié la dette de la France en 7 ans, plus de 2 fois qu'en 14 ans de François Mitterrand par exemple. Donc cela veut donc dire qu'il y a un grand souci, mais comme je l'ai dit aussi, hein, en parlant même des causes de la crise là, j'ai oublié d'évoquer le fait que les pays européens, notamment les pays membres de l'Union européenne, ne décident plus de leur politique. C'est Bruxelles qui décide de tout. Ça veut dire que vous avez des dirigeants que vous mettez au pouvoir, mais en réalité, ils prennent les instructions au niveau donc de Bruxelles, de l'Union européenne. Voilà, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas, c'est comme je venais de le dire, vous pouvez changer des partis politiques, vous pouvez changer des présidents, mais fondamentalement, vous ne pouvez pas changer en fait, puis c'est un système qui est mis en place. D'autres même vont très loin pour dire que cette même Union européenne là, est une construction américaine. C'est les États-Unis qui ont construit l'Union européenne pour pouvoir avoir la même mise. Parce que si vous mettez les pays ensemble, c'est plus facile d'avoir la même mise. Et prenez l'exemple de la CEDEAO ici. Voilà, vous voyez que souvent la CEDEAO prend des mesures contre les pays membres de cette même organisation. Vous ne pouvez pas comprendre comment une organisation africaine va prendre des mesures coercitives, des mesures inhumaines, illégitimes, illégales, contre leurs propres frères, parce que les décisions ne viennent pas effectivement de la même CEDEAO. Vous vous souvenez, lors du deuxième coup d'État
qui a eu lieu donc au Mali, on a entendu le président français dire publiquement qu'il allait appeler le président de la CEDEAO, qui était donc l'ancien président ghanéen, Nana Addo Akufo, donc qui disait qu'il allait donc appeler le président ghanéen pour prendre des sanctions contre le Mali. Comment est-ce qu'on peut comprendre une telle situation? Donc, c'est pour indiquer souvent les regroupements ou les grands ensembles, c'est bien, bon, dans un monde de plus en plus multipolaire, les micro-États n'ont pas un grand avenir, mais souvent aussi certaines organisations, certains grands ensembles sont téléguidés par des forces par des forces externes qui ont effectivement intérêt à ce qu'on puisse mettre tous les pays ensemble. Comme ça, quand on va porter le coup, ce serait un coup unique. En tout cas, souvent téléguidé ou tiré par les ficelles, là, on retient cela avec vous, monsieur Adama Amadé Soro, journaliste et spécialiste des questions internationales. On n'est pas dans le secret des dieux pour tout savoir, mais on peut se tenter de vous poser cette question. Alors, que peut être la suite des événements après la nomination d'un nouveau Premier ministre en France? C'est vrai que Sébastien Lecornu n'a pas encore formé son cabinet, son gouvernement, puisque actuellement, c'est l'étape des concertations avec les principales forces politiques en France. Mais on se rend compte déjà qu'il a commencé à vouloir baisser un peu la température en renonçant à la suppression des jours fériés qui avaient été décidés, qui avaient été donc proposés par son prédécesseur, François Bayrou. Et il a également pris une autre décision, celle qui consiste à s'attaquer aux avantages des anciens premiers ministres, peut-être dans une posture électoraliste, mais ce qui est sûr, ça a contribué pour l'instant à calmer un peu le thermomètre au niveau de faire baisser donc la tension, la fièvre au niveau de la politique française. Mais on attend donc à la formation du gouvernement, puisque si l'attelage donc du gouvernement Lecornu ne convainc pas les Français, ils vont encore descendre dans la rue pour exiger effectivement qu'on mette fin à cette hostilité et que finalement on puisse donner n'est-ce pas, la parole aux Français. Et certaines personnes disent que est-ce que alors il va démissionner, ce qui est tout à fait improbable vu déjà les déclarations même du président Macron qui disait qu'il a été élu pour 5 ans, donc il ne va pas aller avant les 5 ans. Or, on peut également aller vers une destitution. Il y a déjà la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui disait, qui effectivement a fait savoir qu'il allait aller dans ce sens, quitte maintenant à voir est-ce qu'il pourra avoir le soutien du Rassemblement national, des Républicains et les autres partis donc affiliés enfin à l'Assemblée. Ça aussi c'est un autre débat. Comme je l'ai dit, on va donc attendre la formation donc, du gouvernement Lecornu pour voir si la tension va continuer à baisser ou bien il va poser des actes qui vont encore faire sortir les France. Alors, M. Soro, avant de vous laisser partir, une question qui me taraude un peu l'esprit avec le président Emmanuel Macron. N'est-ce pas le mandat de trop qui a poussé également cette situation? Il aurait pu faire un seul mandat et puis passer le témoin à une autre personne. Est-ce que le mandat de trop, puisqu'il est toujours dans son deuxième mandat, qui est légal au niveau de la France, c'est pas un mandat de trop puisqu'il n'a pas allé au-delà de 2 mandats. Mais un seul mandat suffisait seulement pour... comme François Hollande par exemple. Bon, c'est un choix. C'est un choix qu'il n'a pas fait. Et vous vous souvenez, hein, quand il est arrivé au pouvoir en 2017, on a vu l'enthousiasme, l'engouement, et tout ça, puisque comme je l'ai dit, c'était aussi le Mozart de la finance, c'était un homme intelligent qui n'a pas connu la France-Afrique. Mais on s'est rendu compte que c'est le pire président français, pour les Français, mais pour les Africains en tout cas c'est le meilleur président, puisqu'il nous a permis donc de nous libérer et de comprendre certaines choses en fait. Voilà, avant on nous miroitait l'aide au développement, on disait que nos pays vivaient donc sous perfusion et si on nous déconnectait donc de cette aide internationale, on allait suffoquer, on allait disparaître. Ça fait plus de 3 ans qu'on nous a coupé cette aide internationale, mais le Burkina, le Mali, le Niger restent debout. Et au contraire même, alors les statistiques, les prévisions
font état donc du fait que voilà, ces pays-là ont une bonne santé économique enviable. Et donc c'est pour vous dire qu'en réalité, c'est de la poudre aux yeux. Si vous êtes un État, essayez de mettre tous les facteurs, toutes les garanties de succès à votre côté et soyez courageux. Et c'est la seule manière pour vous de vous affirmer en tant qu'État et de travailler aussi pour le bonheur de vos populations. Point final pour la chronique invité du jour de l'émission Bonjour le Faso. Nous disons merci à El Hadj Amadé Adamasoro, journaliste spécialiste des questions internationales ici à Savane Média. On reste ensemble pour la suite de l'émission. On vous propose une autre capsule de Awaga avant de revenir sur le plateau pour la suite de l'émission. Suivons plutôt. C'était à l'instant à Ouaga sur les antennes de Savane TV dans l'émission Bonjour le Faso. Une dose d'humour, ça fait du bien en ce tout premier jour de la semaine. Nous tirons vers la fin de l'émission, mais avant toute chose, un rappel s'impose à nous. Nous allons aller une fois de plus à la découverte de la cour royale de Garango et également du Mont Boulgou dans la rubrique découverte. Et nous sommes à la découverte de cette semaine avec la cour royale de Garango et également le Mont Boulgou. Il faut le dire, le Mont Boulgou est une richesse touristique de la région du Nakambé. C'est un site naturel situé à Garango dans la région du Nakambé. Le Mont Boulgou est composé de 3 collines qui font environ 700 mètres d'altitude. À une trentaine de kilomètres de Tinkodgo, on peut visiter le Mont Boulgou, encore méconnu du grand public. Ce site naturel offre une vue sur la ville de Garango et ses environs. Le Mont Boulgou est impressionnant de par son immensité. C'est un haut lieu spirituel pour les populations. La montagne sacrée accueille des visiteurs qui viennent formuler des vœux. Il y a aussi un site touristique qui draine du monde. Le nom Boulgou signifie majestueux, de grandeur ou d'immensité en langue locale Bissa, ethnie de la localité. Il est interdit de récupérer les cailloux sur le Mont Boulgou pour partir avec. Chaque année, il y a des sacrifices à faire en hommage au père fondateur de Garango qui a séjourné sur le mont. Le Mont Boulgou est le protecteur des descendants de Garango. Garango ou Gargo en Bissa qui signifie que la chasse est terminée car leur ancêtre chasseur a séjourné sur le Mont Boulgou mais n'a tué aucun animal, dont le Mont Boulgou a protégé l'ancêtre qui est Barso. Le palais royal de Garango, quant à lui, est situé également dans la région du Nakambé. Vous pouvez visiter aussi le palais royal de Garango, qui est un symbole vivant de tradition logé au cœur de la ville de Garango. Dans la région du Nakambé, le palais royal incarne une autorité coutumière profondément respectée et enracinée dans l'histoire du peuple Bissa. Ce haut lieu symbolique demeure le centre de décision traditionnelle et un repère identitaire majeur pour les populations locales. Lieu de résidence royale et de rencontres culturelles, le palais royal de Garango est aussi un espace de médiation sociale où se prennent des décisions importantes liées à la chefferie, à la cohésion sociale et à la sauvegarde des valeurs ancestrales. Le roi de Garango, figure centrale du pouvoir coutumier, il reçoit notables, citoyens et visiteurs venus s'enquérir des us et coutumes ou solliciter des conseils. Chargé d'histoire et de symboles, le site est également le théâtre de grandes cérémonies traditionnelles, notamment lors des funérailles royales, des intronisations ou des fêtes culturelles locales. Cette semaine, nous sommes chez les Bissa à Garango pour vous faire découvrir la cour royale de Garango et le Mont Boulgou. Voilà qui est bien dit sur la rubrique à la découverte 2 et nous étions avec la cour royale de Garango et également le Mont Boulgou. Merci pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission du jour. Bonjour le Faso. Nous vous disons merci une fois de plus à vous qui l'avez suivi et restez avec nous pour la suite du programme. On vous retrouve demain, Dieu voulant, toujours avec le même plaisir et la même passion qui nous anime. Excellente journée à toutes et à tous.